Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier rendez-vous aux 50 de cette rentrée. Le best-of des litiges et les mises en cause les plus courantes. Un petit panel, on traite à peu près à l'ordre ici à Paris, à peu près 500 litiges par an. C'est beaucoup. Et c'est à la fois pas beaucoup. Tu nous diras ce que tu en penses, Michel, si tu veux bien. Je voulais vous donner quelques chiffres parce qu'on n'est pas expert comptable pour rien. Déjà, vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Vous êtes à peu près 350, ce qui manifeste votre intérêt pour le sujet. Et bien évidemment, notre objectif ce soir est que vous n'ayez jamais à vous retrouver devant cette commission résolution des litiges. 80% en fait des litiges que nous traitons sont des litiges qui sont intentés par les clients. Donc ça s'appelle des clients mécontents. C'est pour ça que je vous souhaite n'avoir aucun client mécontent. On va vous expliquer ce soir quels sont les points les plus fréquents. C'est pour ça que c'est un best-of des mécontentements clients et si ça pouvait nous servir pour ne plus jamais avoir de litige, eh ben, ça serait extraordinaire. Donc 80% des litiges sont intentés par les clients et on va vous parler d'une réforme qu'on a mise en place depuis 2 ou 3 ans, puisque c'est le demandeur aujourd'hui qui doit payer des frais de dossier. On en parlera après, ce qui fait que là, ça reste entre nous, hein, bien évidemment. Si à 80% le demandeur est le client, les frais de dossier sont assumés par les clients. Et on parle d'un montant de 200 € hors taxe, soit 240 € TTC. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. On va passer 1h30 ensemble. Bien évidemment, vous pourrez nous poser des questions. Comme d'habitude, ce format est hybride, donc on a la chance d'avoir quelques experts comptables dans la salle et je vous remercie d'être là avec nous, c'est toujours bien sympathique. Et vous pouvez évidemment nous poser des questions, mais il faudra absolument parler dans le micro. On vous fera passer un micro, sinon nos confrères et consoeurs en ligne ne pourront pas entendre la question. Et il y a dans l'application qui vous est proposée une possibilité de poser des questions en ligne. Donc, on répondra à toutes les questions après chaque chapitre ou paragraphe qui va découler de notre animation ce soir. Vous êtes prêts? On a conduit avec Michel Bodanovic à ma gauche qu'il présente tous les protagonistes ce soir. Donc, Michel, président de la commission de résolution des litiges de notre super conseil régional d'Île-de-France. Je te laisse la parole et merci beaucoup pour tout ce que tu fais à l'ordre. C'est gentil, Virginie. Je pense que tu en fais plus que moi, donc je pense qu'aussi on peut te remercier en tant que présidente. Juste avant de démarrer, je vais gâcher un peu l'ambiance. Envoyer une pensée tous ici, en tous les cas en tant qu'élus, puisqu'on a été élus sur la mandature précédente pendant 4 ans avec Hervé Beggo, qui est décédé il y a peu de jours. Là, voilà. Donc c'est arrivé très vite. Il a beaucoup œuvré pour l'ordre, il a beaucoup œuvré à l'ordre régional, c'est lui qui a créé entre autres le club DAF. Le club DAF, c'est un des précurseurs de la RSE, de de la RSE. durabilité. Ça fait depuis 10 ou 15 ans qu'il était sur ces sujets. Je pense qu'on le connaît, enfin vous le connaissez tous, ceux qui sont en ligne ou dans la salle. Et c'est vrai que c'est un coup dur la semaine dernière et une annonce tragique pour nous. Parce qu'en fait, un de nos copains est parti très rapidement, hein, en 1 mois et demi, à l'âge de 47 ans. Et bien évidemment, ces événements-là, on s'y attend jamais et on peut évidemment ne pas se préparer et on est tous tristes et en deuil. C'est choquant et pas voilà. juste. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va dire ça continue, la roue continue à tourner, donc on va continuer à tourner dans la roue. Donc aujourd'hui, je suis aidé par Jean-Marie Tumrel en tant qu'élu, qui est un vice-président au niveau de la commission résolution des litiges, mais aussi qui s'occupe du tableau et ainsi de suite, donc qui s'occupe pas mal d'arbitrage, donc qui interviendra entre autres sur l'arbitrage. On va essayer d'être très pratico-pratique. On a ensuite nos juristes en tant que permanentes juristes, voilà, qui elles vont vous faire peut-être un peu plus un panorama des cas juridiques. Donc on a j'ai Flore à ma gauche et Kelly à ma droite. Voilà. Donc on va démarrer
cette heure et demie pour essayer de vous conseiller. J'espère que vous en tirez profit, comme a dit la présidente. J'espère que du coup, après nous avoir écoutés, vous n'aurez plus aucun litige. Ou alors, je ne sais pas, vous ferez autrement, vous verrez. Bon, allez, j'enchaîne. Je vais vous présenter la commission résolution des litiges. Donc, c'est effectivement une réforme qu'on a entreprise il y a plusieurs. En fait, on a essayé de regrouper finalement plusieurs commissions dans une seule commission, puisque pour éviter que, on va dire, le même type de litige soit traité par des services différents de l'ordre, entre autres. Ça, c'était un des buts. Et le but principal était aussi d'accélérer les choses. On a essayé de se... Ah, un téléphone, non? C'est Poutine qui nous appelle. Il n'a pas l'air d'accord. Bon, tant pis, on coupe la ligne rouge. On continue sur... Donc, en fait, le but était d'accélérer. On s'est pas mal inspiré. Ah non, ça sonne toujours. Et Poutine insiste. Donc, on a essayé de copier un peu ce que font les avocats et on ne peut pas le faire exactement la même chose parce qu'on n'a pas exactement les mêmes prérogatives. Mais voilà, donc c'était un des buts. Un autre but était de faire baisser le coût de toute cette gestion des litiges. Donc, je pense qu'on y est bien arrivé. Le but était indirectement, comme vous l'a dit Virginie, que ça coûte finalement quasiment rien aux experts comptables. C'est le cas, puisque comme elle vous l'a dit, dans 80-90% des cas, ce sont les demandeurs, enfin maintenant c'est les demandeurs qui payent, et dans 80-90% des cas, les demandeurs sont les clients. Donc au final, pour les experts comptables, normalement, ça ne vous coûte plus rien. C'était peut-être encore un frein il y a quelques temps pour peut-être certains confrères. Aujourd'hui, vous verrez, on va revenir un peu dans les détails, vous verrez que vous avez vraiment intérêt à passer par la résolution des litiges de l'ordre, parce qu'il vaut souvent mieux être, on va dire, entre guillemets, jugé par ses pairs que être jugé par des juges qui ne connaissent pas votre métier. Donc, vraiment, si on a un conseil à vous donner, c'est de pas hésiter à consulter les services de l'ordre dès que vous avez le moindre litige avec un client. Alors, si je peux mettre les pieds dans le plat, Mais les pieds dans le Michel, plat, avec plaisir. il y a quelques années, enfin, on avait la réputation à l'ordre de donner, d'être très très lent et que la procédure dure 6 mois, 1 an, 2 ans, ce qui fait que les experts comptables ne saisissaient pas cette commission. Alors pourquoi c'était très lent? Puisque à l'époque, alors ça c'était il y a 3 ans, hein, à l'époque, le demandeur devait faire un chèque de 400 € et le défendeur devait faire un chèque de 400 €. Ce qui fait que la personne qui était en défense, si elle ne faisait jamais le chèque, la procédure pouvait durer des mois et des mois. Et c'est ça qu'on a réformé il y a 2 ans avec Michel. On a arrêté en fait de demander de l'argent pour traiter les dossiers. On prend simplement des frais de dossier de 240 € contre, il y a 3 ans, 400 € hein, fois 2, 800 €. Ça faisait 800 € pour les deux parties. Il fallait que les deux parties donc, aient payé pour commencer. Donc, on a réduit le délai au maximum et en demandant moins de frais de dossier. Alors, l'idée, à un moment donné, hein, qu'on a évoqué, parce que quand on fait des réformes comme ça, on s'est demandé, est-ce qu'on ne mettrait pas 0 de frais de dossier? Alors là, je dis parce qu'on est vraiment entre nous experts comptables, étant donné que ce sont les clients qui attaquent des experts comptables dans 80% des cas, sans frais de dossier, nous, on avait peur d'être surdébordés. Il fallait que j'embauche une dizaine de personnes au litige à Paris pour répondre à toutes ces demandes. Et bien évidemment, j'aurais répercuté sur vos cotisations. Je plaisante, bien entendu, mais en fait, 240 € de frais de dossier, c'est une barrière à l'entrée, ce qui nous permet à l'ordre de trier les litiges et que un client, un de vos clients ou un des miens ne nous contacte pas parce que vous avez fait une erreur sur une fiche de paye en oubliant un ticket restaurant. Vous voyez. Donc, on a mis cette petite barrière à l'entrée. Voilà le nouveau fonctionnement. Donc, maintenant, ça nous permet d'être actifs en 3 mois. Tout à fait. À peu près. Oui, même moins en fait. Honnêtement, on arrive maintenant à résoudre les litiges. Vous verrez après des statistiques, je crois qu'on est descendu à 40 jours. Ce qui est très intéressant là, c'est ce tableau de synthèse, ce que vous voyez, donc je pense à l'écran, j'espère en tous les cas.
Donc, ce tableau de synthèse vous montre, en fait, on a aussi essayé d'éclaircir voilà, d'éclaircir quels sont les cas où l'ordre intervient, quels sont les services qui interviennent en fonction de quel litige, et donc comment accélérer tout ça et comment être le plus efficace possible. Donc, je vais déjà commencer. Quels sont les litiges? On va revenir quand même, laisse le slide d'avant. Quels sont les litiges sur lesquels n'intervient pas l'ordre? C'est la flèche de droite, qui est un peu en jaune, qui renvoie, c'est tous les problèmes d'assurance. C'est-à-dire que l'ordre n'a pas à intervenir, puisqu'en fait, vous êtes tous, en tant qu'expert comptable, vous êtes tous assurés. Donc, en fait, pour des raisons pratiques, dès que vous avez un litige qui engage votre responsabilité civile professionnelle, il faut que vous fassiez une déclaration conservatoire à votre compagnie d'assurance. Je le dis parce que je sais que 99% d'entre vous sont des bons experts comptables, et le simple fait d'être mis en cause ont l'impression que d'un coup, on met en cause leur travail, je sais pas, leur probité professionnelle, etc. Vous avez tort. C'est-à-dire que d'abord, tout le monde peut faire une erreur. Ensuite, vous êtes assuré, et l'assurance est là pour justement pour vous assister. Donc, il y a quelques années, donc il y a maintenant beaucoup plus longtemps que ça, l'ordre essayait de faire venir les compagnies d'assurance quand il y avait un litige. En fait, les compagnies ne venaient pas parce que les compagnies aussi ont leur propre procédure. Donc, désormais, dès que le litige porte sur un problème de responsabilité professionnelle, l'ordre n'intervient pas. On vous demande de contacter votre compagnie d'assurance. Voilà, je répète, vous informez votre compagnie d'assurance à titre conservatoire que vous avez un litige, que vous êtes mis en cause par un client, etc. Mais voilà. Et quand on intervient dans les conciliations ou autres, quand on reçoit des clients, on essaye aussi de leur faire passer le message, de leur dire, voilà, non, là, si vous pensez que le travail a été mal fait, etc., ça n'est pas du ressort de l'ordre, et votre expert comptable ou votre ancien expert comptable est assuré. Vous pouvez voilà, faire jouer sa compagnie, sa couverture d'assurance. Donc, on a éliminé les problèmes de responsabilité civile. Qu'est-ce qui reste comme problème? Il reste les litiges d'honoraires. Dans les litiges d'honoraires, donc là, on a deux procédures spécifiques. On a soit la conciliation, soit l'arbitrage. Je parle vite fait de la conciliation. La conciliation, c'est quelque chose, c'est une procédure qui fait que on va nommer un conciliateur, et on va essayer que quelqu'un trouve finalement un arrangement. Alors, pourquoi la conciliation, ça marche bien? Parce que d'abord, les gens qui viennent en conciliation, on peut se dire que dans 70% des cas ou 50% des cas, s'ils viennent en conciliation, c'est qu'ils ont quand même conscience qu'ils ont intérêt à essayer d'arranger les choses. Aujourd'hui, sachez on obtient à peu près 70% de résolution des litiges en conciliation. Donc, la conciliation, même si en apparence, c'est pas une procédure contraignante, en fait, c'est une procédure efficace, parce que finalement, en fait, je dis assez souvent, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Donc, la conciliation, c'est le mauvais accord, mais psychologiquement, la conciliation a un énorme avantage, c'est que les deux parties signent la conciliation. Donc, les deux parties acceptent la chose. Voilà, donc ça, c'est le truc important. L'autre procédure qui existe, et là, je vais passer la parole à Jean-Marie. Tu es prêt, Jean-Marie? Tu es prêt pour l'arbitrage? Oui. L'autre procédure, il faut que tu prennes le micro, Jean-Marie, sinon oui, mais on ne t'entendra pas si tu ne le mets pas devant la bouche. Donc, l'autre procédure, c'est l'arbitrage. Et donc là, je vais passer la parole à Jean-Marie parce qu'il fait pas mal d'arbitrage. Sachez qu'on n'a pas beaucoup d'arbitrage, parce que l'arbitrage, c'est autre chose, c'est assez technique. Donc, on n'en a pas beaucoup, mais on en a besoin dans des cas un peu particuliers dont il vous parlera, souvent dans les litiges entre confrères. Et donc, Jean-Marie, je te passe la parole. Merci Michel, bonsoir à tous. Alors effectivement, la procédure d'arbitrage, c'est une procédure qui est beaucoup plus lourde que la procédure de conciliation. La procédure de conciliation, vous avez entendu où on arrive à une conciliation ou on n'arrive pas à une conciliation. Mais si on n'arrive pas à une conciliation, chacun est libre derrière de continuer une procédure. La procédure d'arbitrage, s'il y a une procédure d'arbitrage avec un de vos clients, l'arbitre a un pouvoir de décision, et l'arbitrage au sein de l'Ordre de Paris, c'est un arbitrage en dernier ressort. C'est-à-dire que si l'arbitre décide, rend une sentence arbitrale d'une certaine façon, on ne peut plus contester. On ne peut pas dire je ne suis pas d'accord, je repars devant les tribunaux. Alors c'est vrai, Michel a raison.
il y a très peu de procédures arbitrales concernant un expert comptable et un client. C'est assez rare. La plupart des procédures arbitrales, c'est entre deux experts comptables. Souvent, c'est lors d'une session de clientèle. Dans le cadre du contrat de cession, on met généralement ce qu'on appelle une clause compromissoire. C'est quoi une clause compromissoire? C'est simplement le fait de dire, si à un moment donné, il y a un litige et qu'on n'est pas d'accord sur le calcul des honoraires, on va demander à l'ordre des experts comptables, au président de l'ordre, qui va désigner un arbitre. Et cet arbitre, au vu des éléments, va assez rapidement, c'est-à-dire globalement, c'est à peu près en 6 mois, va prendre une décision pour dire, oui, voilà, j'ai analysé les éléments, effectivement, il y a des clients perdus, je reprends l'acte et j'arrive à telle décision. Et encore une fois, la décision de l'arbitre, alors qui va juger en droit, mais qui va juger également en équité. C'est le gros avantage par rapport à une sentence de tribunal, c'est qu'au niveau de l'ordre, on va juger en équité. On va regarder est-ce que le vendeur a bien fait toutes les diligences pour que les clients suivent, etc. Et donc, effectivement, on ne va pas aller contre le droit, mais on peut quand même analyser la situation. Donc, c'est quelque chose qui est très rapide, c'est quelque chose qui coûte quand même beaucoup moins cher qu'un procès, puisque dans le cadre d'un litige entre deux experts comptables, le montant est de 2 000 € hors taxe par expert comptable. Et c'est quelque chose qui est très, très rapide. Donc, je pense que c'est une procédure qu'il faut développer. Et encore une fois, c'est une procédure en dernier ressort. C'est-à-dire que derrière, on ne va pas faire appel, on ne va pas aller en cassation. Donc, c'est quelque chose de très rapide. Voilà ce que je pouvais dire. On a insisté sur le coût de la conciliation où là, c'est 240 € TTC pour le demandeur. L'arbitre, 2 000 hors taxe par partie. Donc, on comprend que là, on n'est pas sur des litiges à 500 € et que c'est une procédure beaucoup plus lourde. Et si la conciliation est une procédure à 80% entre un client mécontent et un expert comptable, là, l'arbitrage est entre deux confrères. Et presque tout le temps, c'est des histoires de cession de clientèle, de détournement à un moment donné, de clients vendus et puis détournés. Enfin bon, tous les litiges qu'on peut avoir entre experts comptables. Et là, vous vous retrouvez dans la case arbitrage. Ici, le gros avantage, c'est qu'en face de vous, vous avez un confrère qui comprend les termes et non pas un juge qui, visiblement, généralement, ce n'est pas complètement sa partie. Il va devoir nommer un expert judiciaire, etc. Là, vous avez un confrère qui connaît les dossiers, qui connaît les règles et qui va pouvoir les appliquer, encore une fois en droit, mais également en équité. Donc, à mon avis, c'est une très, très bonne procédure qui a été mise en place à l'ordre depuis au moins une vingtaine d'années maintenant. Je pense que toutes ces procédures sont efficaces et donc, vous avez vu, elles sont ciblées. Donc, si on revient sur le tableau, Kelly, je sais que je vais revenir en arrière, mais si on revient sur le tableau, donc vous avez vu qu'on a parlé de la partie jaune, on a parlé de la partie violette. On a donc l'arbitrage, on a parlé de la conciliation, la partie bleue. Il reste 2 parties. Donc, vous voyez que c'est très clair dans notre tête, donc il faut que ce soit clair dans la vôtre. Donc ensuite, quel autre type de litige vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir un problème de respect, on va dire, de la déontologie. Donc, si vous avez bien compris, je reviens juste avant qu'il y ait encore, les deux parties bleu et violette, ça concerne souvent des problèmes de litige d'argent, d'honoraires, voilà, etc., ou de prix de cession si c'est une clientèle comme ça. C'est des problèmes d'argent. Là, la commission respect des devoirs professionnels, donc c'est les problèmes là, on arrive sur les problèmes de déontologie au sens large. Là, on va faire dans le cas extrême, le client a payé sa comptabilité, il a payé son bilan, et il est en retard de rien du tout, et il n'a toujours pas son bilan. Et voilà, donc là, on est sur un problème donc vous êtes d'accord, on n'est pas sur un problème d'honoraires. Donc là, quelque part, alors il peut y avoir des problèmes de santé, etc. et autres. Et d'ailleurs,
permet de faire un aparté pour dire qu'on essaye de repérer tout par rapport à tous ces litiges-là. On essaye de repérer aussi nos confrères qui pourraient être en difficulté. Et grâce à Virginie, pareil, on a créé une commission assistance Une confrères. cellule de surveillance où on essaye de repérer les experts comptables qui auraient beaucoup de litiges, qui ne paieraient pas les cotisations, qui auraient eu un contrôle qualité avec des remarques. Ben, ça, c'est tous des éléments qui peuvent mais qui peuvent être souvent liés à des problèmes de santé voilà, et autres, donc c'est une important. souffrance dans le cabinet. Et comme on est tous professionnels libéraux, ben, on est tous très fiers. Et donc, comme on est tous très fiers, ben, appeler à l'aide, c'est toujours très compliqué à faire. Et donc, on essaye Donc, en interne. donc le truc, c'est Voilà. n'hésitez pas à nous appeler à l'aide. En fait, voilà, Exactement, on est là pour ça. l'ordre est aussi pour, voilà, on n'est pas que sur le disciplinaire, on est aussi pour vous aider quand vous êtes en difficulté. Donc, cette commission respect des devoirs professionnels donc, traite de ce type de problème. Et il y a quelques années, donc, avant la réforme, donc c'était gratuit. Et en fait, ça faussait un peu les choses. Donc, on s'est aperçu que, bah, en fait, maintenant, le tarif, les fameux 240 € pour le demandeur sont les mêmes. On va dire que c'est des frais de dossier. C'est des frais de dossier, que ce soit un litige d'honoraires ou un litige de respect de déontologie. Ça a eu un gros avantage. On s'est aperçu que bah, finalement, tout ce qui est conciliation a augmenté et tout ce qui est, on va dire, respect des devoirs professionnels a baissé. Voilà, donc c'est là, une bonne souvent, chose c'est pour nous. des histoires de rétention de pièces, en fait. Hein. Voilà, très La souvent des plupart problèmes de rétention. du temps, soit c'est un bilan non livré, soit c'est un expert comptable qui ne veut pas Et donner un FEC. Et c'est là que, comme c'est un excellent teasing par notre présidente, donc c'est là qu'après nos deux permanentes juristes vont vous expliquer ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire, par exemple, dans les aspects de rétention. Donc je termine D'abord, sur ouais. la procédure urgence parce que c'est important. Kelly, encore en arrière. Toujours pas. Ah oui, ou là, si tu veux. Donc, en fait, donc vous avez vu, on vous a dit qu'on est assez content, on obtient des délais qui sont réduits par rapport à il y a quelques années, etc. On est encore, on a dit en moyenne à peu près, par exemple, sur une conciliation entre le moment où un client saisit l'ordre et le moment où où on sort un PV de conciliation ou de non-conciliation d'ailleurs, mais on est à peu près à une quarantaine de jours. Donc, on est plutôt satisfait. Maintenant, il y a effectivement des cas où 40 jours, c'est encore énorme. Donc, on a créé, donc pareil, à la demande de Virginie, et on a créé une procédure dite dérogatoire pour traiter les cas urgents. Pour ce faire, en fait, elle a demandé qu'on mette en ligne un formulaire. Virginie, tu veux nous parler de ton formulaire? Alors, c'est quoi cette procédure d'urgence? Vous le savez tous, un client a un contrôle fiscal et on a besoin du FEC, contrôle d'URSSAF, des DSN, des fiches de paye, etc. Et parfois, le litige étant important entre le client et l'expert comptable, à tort ou à raison, le client n'a pas à disposition le FEC, ça fait 2 mois qu'il le réclame et il ne l'a pas. Donc, à un moment donné, ça peut se dénouer très rapidement avec un coup de fil. Donc, la procédure d'urgence, hein, c'est qu'il y a un formulaire sur le site. Vous expliquez le caractère d'urgence ou pas, en fait. Vous nous expliquez le cas. Nous, on voit si c'est urgent. Et si c'est urgent, ben dans 24 heures, 72 heures et parfois dans 3 ou 4 heures, c'est Michel qui appelle Enfin, moi, tout de suite je ne suis pas tout seul, je rassure. Donc, aussi, je ne peux pas, parce que d'abord, je ne peux pas toujours. Donc, on est de toute façon, c'est ou le président de la commission ou les 4 vice-présidents, sachant que je suis aidé de 4 vice-présidents. Voilà, donc on appelle. Justement, on prend celui qui est le plus disponible pour appeler dans les meilleurs délais. En général, on appelle d'abord le demandeur, en général, d'abord le client, pour essayer de comprendre. Ensuite, on appelle le confrère. Le confrère dit ah non, mais machin, pour tel. On rappelle le demandeur. Voilà, et honnêtement, ça marche plutôt bien. Bon, si on aime bien les chart flow, on s'aperçoit que bah, soit on résout le litige à court terme et après, éventuellement, bah, soit il n'y a plus de litige du tout et on n'en parle plus, soit il reste encore une partie du litige et après, on renvoie les gens vers les procédures normales, on va dire conciliation, arbitrage ou respect des devoirs professionnels. Mais voilà, cette procédure dérogatoire, elle
elle a été mise en place pour les cas d'urgence et je pense que c'était une bonne chose. Et donc, on est assez content de… Ça nous permet de ne pas avoir des clients trop mécontents et je trouve ça toujours dommage quand c'est une incompréhension et quand c'est un cas simple parce que souvent, c'est pas très compliqué à dénouer, qu'il y ait des chefs d'entreprise qui râlent après leur expert comptable. Je trouve que ça nous abîme, ça abîme notre image. Le rôle de l'ordre, hein, de défendre notre image. Et donc, on a cette petite armée mexicaine de 5 qui tout de suite appelle et on arrive vraiment à dénouer et c'est l'objectif. Un peu comme les Alors, forces spéciales, quoi. Tu veux dire un peu exactement. comme les commandos. Ouais, vous êtes D'accord, des c'est ça. super commandos. Je me disais On aussi. n'a pas donné quelques chiffres, mais donc là, je vous en ai donné parce que moi, j'adore les chiffres, hein, parce que moi, je suis expert comptable, moi, monsieur. Ah oui, ok ouais, non, mais nous, il y a longtemps qu'on Et fait plus de compta. voilà. Et donc, on vous a dit qu'on traitait à peu près 500 litiges par an. Alors, l'arbitrage, hein, c'est 1 à 2 arbitrages par an. Et là, la Tu conciliation. dévalorises, Jean-Marie. Non, je ne dévalorise Non, pas. c'est pas Pas gentil. du tout. C'est vraiment des procédures particulières, hein, de sessions de cabinet qui se passent mal. Donc, ça veut dire que la plupart des sessions de cabinet se passent bien, et tant mieux. Et concernant Conciliation, on la doit en être à une conciliation, centaine maintenant. Donc, je disais, ça, vous avez des beaux graphiques. On voit que c'est à peu près et au la même procédure niveau. d'urgence, Alors là, c'est pareil, je pense qu'on doit être à 4 ou 5 par an, hein. voilà. Donc, il n'y en a pas Ouais. tant que ça, en fait. Donc, c'est bien, en fait. Donc, Donc, c'est on bon a signe, réussi oui. à trouver des choses qui sont un peu adaptées à tous les cas de figure. Voilà, donc on est assez content du fonctionnement de cette commission résolution des litiges. Voilà, et on est content d'avoir des présidents, celui d'avant, ou des présidentes, celle à ma droite, qui nous poussent à réformer les choses pour les améliorer. Et C'est bien. Moi, j'ai peur que Michel me demande une augmentation parce que depuis Ouais. le début du truc, Ouais. hein, bon. Donc, Je voulais dire juste un petit mot. Et effectivement, souvent, quand il y a un litige entre un expert comptable et un client, le fait de venir à l'ordre et le fait finalement qu'il y ait un tiers qui soit là et qui puisse dire, dans ce cas-là, oui, effectivement, il y a des honoraires. Pourquoi vous ne payez pas les honoraires? Ah, confrère, il y a des éléments bloqués, vous bloquez le client. Le fait qu'il y ait un tiers qui intervienne, 9 fois sur 10, on arrive à débloquer la situation qui aurait très bien pu être débloquée sans nous. Mais le fait qu'il y ait un tiers, psychologiquement, ça aide dans le déblocage des situations. Ça, c'est évident. En fait, c'est comme je dis assez souvent, c'est comme dans les divorces. C'est quand vous allez voir un conseiller conjugal, c'est plus facile pour lui que d'essayer de résoudre un problème entre deux personnes. Et là, en fait, même si ça fait toujours rigoler, mais en fait, il y a de l'affect entre les clients et les experts comptables. Évidemment, il y a de l'affect. Ça fait des années qu'ils travaillent ensemble. Des fois, voilà, ils sont fâchés pour des raisons diverses et variées. Mais donc, on est dans l'émotionnel. Donc, pour éviter ça, c'est toujours mieux. Pour ça, on vous dit, venez à l'ordre, acceptez ces procédures en dehors du problème. On va vous dire après, est-ce que c'est obligatoire ou pas pour vous d'accepter. Mais même si un client vous propose une conciliation, etc., acceptez parce que c'est vraiment une bonne chose. Vous aurez un expert comptable qui connaît votre métier et qui en plus aura pas d'affect, aura pas de problème, aura pas de lien ni avec l'une partie ni avec l'autre partie. Donc forcément, il aura une vision beaucoup plus, on va dire, objective que vous du problème et donc il vous aidera à résoudre le litige. mais donc au préalable, si on n'a vraiment pas envie de venir et ne pas avoir de soucis avec des clients, on laisse la parole à Flora et à Kelly parce que Ouais, on va voilà, laisser. De toute façon, voilà, alors là, on démarre sur le best-of des voilà, on y litiges. va. Alors, tu veux pas qu'ils aient des litiges, mais là, on va sur le best-of des litiges. Bon, tant Il faut pis, hein. savoir quels sont les Non, mais par domaines de contre, ce qu'on peut litige. conseiller aux clients, c'est que s'ils ne veulent pas de litige, c'est qu'ils prennent plus de clients. C'est une solution. Tu es d'accord? On y Bon, va, mesdames. allez, Flore, d'abord Allume Flore. ton micro, Michel, merci. Tout d'abord, bonsoir à tous. L'objectif de ce best-of, c'est d'identifier les mises en cause les plus courantes, de faire des rappels juridiques et déontologiques des principales mises en cause, d'avoir des recommandations de l'ordre sur le comportement à adopter en cas de litige et de faire des mises en situation. Donc, on rencontre souvent des cas en commission respect des devoirs professionnels, notamment sur les différends entre clients et experts comptables. On retrouve surtout les retards sur l'établissement et le dépôt des documents comptables, rupture de communication. On retrouve aussi souvent de la rétention de documents, les difficultés à rompre la mission et aussi on rencontre des différends entre confrères
donc ce qui touche le devoir de confraternité et le détournement de clientèle. Donc, comme on peut l'apercevoir sur ce graphique, pour annoncer quelques chiffres, on a une amélioration du délai global de traitement d'un dossier. Donc, on peut voir que depuis 2021, ça a nettement baissé et on peut voir qu'on a un pourcentage de 54% plus rapide qu'en 2021, donc ce qui est extrêmement positif. Et aujourd'hui, en 2023, nous sommes à un délai global de 40,8 jours. Du coup, sur ce graphique, on voit les motifs de saisine les plus récurrents. Donc, on voit qu'il y a des motifs majoritaires qui sont les retards et le non-dépôt et la rupture de communication, et aussi le droit de rétention qui peut éventuellement être abusif, comparé aux autres motifs de saisine qui sont négligeables par rapport aux autres, donc la rupture de mission, le devoir de confraternité et le détournement de clientèle. Donc, un sujet actuel de notre best-of, c'est le droit de rétention, car il a quelques principes. En effet, il faut être absolument sûr de sa créance. Donc, effectivement, pour exercer son droit de rétention, il faut une créance certaine, liquide et exigible. Les documents retenus doivent être des documents incorporant un travail de la part de l'expert comptable. Et il faut l'existence d'un lien entre la nature des documents retenus et la mission exercée par l'expert comptable. Du coup, pour exercer ce droit de rétention, il faut avoir au préalable épuisé les voies de conciliation possibles. Il faut avoir informé le client par lettre recommandée avec accusé de réception de l'exercice de son droit de rétention et informer le président du CRO du litige contractuel l'amenant à exercer son droit de rétention. Donc, concrètement parlant, mon client ne me paye plus depuis 3 mois, donc je ne fais pas le bilan et je n'ai rien à lui rendre et je ne lui rends même pas ses pièces parce que je veux qu'il me paye. Donc là, concrètement parlant, comment on fait pour résoudre ce cas-là? Justement, il faut que ça rentre dans toutes ces conditions. Et surtout, les conditions de forme, déjà, voilà. tu es obligé Et de de faire fond. mise en demeure. Non, mais là, on en est déjà au litige. Donc, mise en demeure, obligé. Hein. Non, mais on a tous une lettre de mission. Virginie, tu sais que c'est une obligation. Imaginez que là, il y avait marqué il fallait un lien contractuel. Donc, qui dit lien contractuel lit lettre de mission. Donc, déjà, au préalable, on a une lettre de mission. Sinon, on est quand même mal parti dans ce litige avec le client. J'aime bien le rappeler. Hein. Moi, je sais bien que c'est une évidence, mais donc, on a une lettre de mission. Là où tu as absolument raison, Virginie, c'est que, alors, pas forcément sur les missions récurrentes, etc., mais on voit assez souvent, tu fais bien, on souligne des cas pratico-pratiques, on voit assez souvent sur les missions accessoires. La mission, vous savez, vous êtes dans votre voiture, votre client, il vous appelle, « Ah, j'ai absolument besoin d'une situation parce que je vois mon banquier vendredi prochain. » Ah oui, bah, on va vous la faire, évidemment, c'est urgent. Hein, c'est un bon client, c'est urgent, bah oui. Hein, et la lettre de mission, elle est où? Il n'y a pas de lettre de mission. Je dis pas qu'il faut, c'est pas forcément une lettre de mission de 40 pages, mais un petit mail disant, voilà, effectivement, cher client, suite à votre appel, bien entendu, nous allons vous faire ce prévisionnel pour la modique somme de X euros. Voilà, merci de nous confirmer votre accord. Et là, comme il est pressé, il vous dit oui tout de suite. Sauf que là, vous ne l'avez pas fait. Ah oui, mais je le connais depuis longtemps, il n'y a pas de problème avec lui. Ah oui, mais quand vous êtes devant nous et qu'il vous dit non, non, mais moi, jamais j'aurais payé autant si j'avais su que ça coûtait tant, machin, bah oui, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, voilà. Ça veut dire que la créance n'est pas certaine parce qu'on a émis une facture sans en avoir l'autorisation. Donc là, on est juridiquement dans cette case-là. Alors, juridiquement, alors, la lettre de mission, elle reste obligatoire. Malheureusement, parfois, il arrive effectivement qu'on voit des litiges où il n'y a pas de lettre de mission. Dans ce cas-là, ce sera à l'expert comptable de démontrer qu'il y a bien un lien contractuel, en fait, un contrat tacite conclu avec le client. Donc, le fait que, par exemple, que le client ait réglé les factures d'honoraires qui avaient été adressées précédemment, et tout document écrit qui démontre qu'il y a bien un lien contractuel entre eux. Et si le client, effectivement, ne règle pas les honoraires depuis 3 ans, et ben dans ce cas-là, l'expert comptable pourra effectivement exercer un droit de rétention sur les documents pour lesquels il a effectué un travail et qui sont en lien direct avec les honoraires qui ne sont pas réglés. Alors, juste une précision, je vois marqué principe, être absolument sûr de sa créance.
Alors, on a eu des cas, par exemple, où on avait fait le bilan 2022, on avait envoyé des factures, le client avait payé les factures de bilan, problème en 2023, rupture en 2023, et avec des honoraires non payés et dus sur 2023, et l'expert comptable nous dit je retiens le FEC 2022. Alors ça, c'est complètement interdit. C'est-à-dire que vous ne pouvez retenir des documents que de ce qui n'a pas été payé. Vous ne pouvez pas dire le client me doit encore de l'argent sur 2023, donc je lui retiens des éléments 2022-2021. S'il a payé ses honoraires sur les travaux 2021-2022, vous êtes tenu de lui remettre les documents 2021-2022. Merci Jean-Marie. Et en plus, il y a celui aussi qui dit ouais, non, mais en plus, la SCI, il ne m'a pas payé le bilan sur la SCI, donc je ne vais pas lui filer son bilan sur la SARL. Ah non, c'est deux relations contractuelles différentes. Donc, il vous a payé sur la SARL, vous devez lui transférer les documents de la SARL. Concrètement parlant, un bilan 2023 non fait, on peut non payé, on a le droit de retenir le FEC. Alors, je vais prendre 2022 parce que c'est un peu plus crédible. Donc là, j'ai terminé au mois de mai ou je termine en septembre. Là. Le bilan de mon client du 31 décembre 2022. Pourquoi je le termine maintenant? Parce que le client m'a donné toutes ses pièces en retard, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il n'est pas sérieux. Okay, je termine le bilan là et où je l'ai terminé il y a 2 mois et c'est toujours pas payé. Et là, le client me dit, bon, de toute manière, je ne suis pas content parce que vous me sortez toujours les bilans en retard. Donc là, tout de suite, tout le monde se frite parce que si le truc était en retard, c'est parce que le client a donné les pièces en retard. Donc là, alors là, il y a une incompréhension totale et là, donc on commence à avoir un problème de relationnel personnel. Et donc là, l'expert comptable vexé parce qu'il trouve que le client est de mauvaise foi, le client lui dit de toute manière, moi je vous quitte. Le bilan n'étant pas payé, donc là, l'expert comptable peut conserver le FEC. Oui, alors quand c'est des juristes, c'est toujours un peu plus compliqué. En revanche, il doit proposer au client la procédure de conciliation. Il doit effectivement proposer au client la procédure de conciliation parce qu'il y a quand même un litige d'honoraires. Le client, il a quand même besoin de ces documents. Donc en fait, pour pouvoir régler le différend, la seule solution, c'est de venir à l'ordre, tout simplement, pour pouvoir le régler. J'ai le droit de retenir le FEC. Oui. Concrètement parlant. Oui, voilà. Oui, merci. Elle a eu un peu de mal, mais tu y es arrivé, Jean-Marie. Donc, non, en fait, pareil, sur ces droits de rétention, vous pouvez retenir. Aussi, on oublie, alors ça nous paraît évident parce que nous, on est là-dedans régulièrement, mais ça n'a pas l'air d'être toujours évident. Vous pouvez retenir que la contrepartie de votre travail. C'est-à-dire que les factures du client, ce n'est pas votre travail, c'est ses factures. Donc, ces factures, vous êtes obligé de lui rendre. Ah oui, mais il va refaire la compta ailleurs. Bah oui, mais il a le droit de faire ce qu'il veut avec ses factures. C'est ses factures, ce n'est pas les vôtres. Donc, vous êtes obligé de lui rendre ses factures. Voilà. Okay, donc, vous avez le droit de faire du droit de rétention sur… on a une question dans la salle. Allez, c'est parti. Attendez, il faut parler dans le micro. C'est comme les vedettes. À la bouche, c'est pour ceux qui sont en ligne. Est-ce qu'on peut rattacher le droit de rétention à une consignation ou un séquestre des honoraires dus, mais tout en respectant le fait qu'il faut rendre les pièces comptables aux clients qui n'appartiennent pas au cabinet, qui appartiennent aux clients. Mais uniquement sur les travaux. Aujourd'hui, au niveau de la procédure de conciliation, on ne nous séquestrons pas en fait les sommes qui ne sont pas réglées. La raison, c'est tout simplement parce qu'à partir du moment où les honoraires sont séquestrés, le client va récupérer les documents, effectivement, puisque du coup, qui dit séquestration des honoraires dit restitution des documents. Sauf que derrière, s'il n'y a pas de conciliation entre les parties, l'expert comptable, il n'a plus de… C'est au moment de la conciliation, de proposer au client de lui restituer l'ensemble des documents, même s'il n'est pas d'accord de régler les honoraires dus, mais qu'il en fasse le séquestre auprès de son avocat ou auprès d'un séquestre désigné. Les documents, vous voulez dire? Comment? Vous parlez des documents ou des… Non, les pièces sont rendues. D'accord. Voilà, le travail. On fait rétention sur les travaux du cabinet et non pas sur les pièces qui ont été confiées au cabinet pour la reddition des comptes. Absolument pas.
mais sur le travail du cabinet qui est soit un travail de déclaration, soit un travail d'élaboration de bilan et ainsi de Parce que suite. vous voulez en fait que le client verse la somme chez un séquestre, en fait, Oui, de pour ce qu'il vous doit. garantir, D'accord. pour Oui, mais garantir. à ce moment-là, ça veut dire que vous ne faites pas de droit de rétention. Vous lui donnez tout, y Ah compris bah, bien votre sûr. travail. Ah, bien sûr, Oui, bien bah, entendu. là, à mon avis, vous allez au-delà de votre droit de rétention. Donc, personne ne Oui. va vous reprocher de lui donner contre. Maintenant, qu'est-ce que vaut le séquestre? Ça, c'est une autre histoire. Je pense que. Alors, c'est un gros problème parce que même si l'argent est séquestré et en disant on va aller en conciliation, mais il suffit qu'en conciliation, les gens ne soient pas d'accord et l'argent est C'est le séquestré. procès-verbal de conciliation qui Oui, statue sur ce mais principe. imaginez, la conciliation, c'est quelque chose, c'est pas un arbitrage, ou alors il faudrait aller en arbitrage et là dire à l'arbitre, bah, vous arbitre, donnez votre sentence pour savoir si cet argent qui est séquestré doit être versé à l'expert comptable, tout ou partie. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette procédure-là. C'est quelque chose qui Mais si n'existe cette pas procédure n'est aujourd'hui. pas prévue dans la règle professionnelle, est-ce qu'elle peut, en fonction du droit des contrats, être prévue dans la lettre de mission qui reste un élément contractuel? Oui, mais comme dit Jean-Marie, c'est pas le fait de séquestrer, ça va bien marcher, mais le problème, c'est votre garantie à vous que le séquestre ne va pas se libérer. Comme il dit, si vous Attendez, allez. c'est une obligation du séquestre de conserver les fonds Mais jusqu'à quand? La jusqu'à question. la première décision judiciaire. Ah bah là, il n'y a Voilà. pas de problème. Si vous le mettez Voilà. Oui, ok. Bien sûr, c'est jusqu'à Si la vous mettez comme première obligation décision du séquestre, à mon judiciaire. avis, ça ne pose pas de problème. Voilà. Ok. Oui, dans ce Donc, cas-là, c'est cas particulier suivant, et qui risque malheureusement dans les prochains mois de se reproduire. Tu voulais ajouter un truc, Flore, pardon? Bah, c'était juste pour faire attention parce qu'il y a des limites au droit de rétention. Donc, comme l'exemple du FEC, par exemple, si le client fait l'objet d'un contrôle fiscal, ça risque de lui entraîner des pénalités. Donc, c'est un risque de mise en cause de la responsabilité civile et On lui crée un professionnelle. préjudice, C'est etc. ça. Ouais, je sais Donc, pas. le Après, c'est le Conseil problème du national. fait que c'est pour ça que dans les cas d'urgence, on a intégré, dans la procédure dérogatoire, on a intégré les problèmes de fait par rapport aux contrôles fiscaux, puisqu'en fait, on va accélérer, évidemment. Donc, par rapport aux contrôles fiscaux, mais c'est la chef qui veut plein d'exemples. Alors, nous, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et donc, en fait, 5 000 € par FEC non fourni, c'est vrai que ça monte vite à 15 000. Donc, si c'est pour un litige à 3 000 €, c'est vrai qu'on pourrait dire, bah là, vous êtes en train de faire prendre un risque inconsidéré au client donc qui est disproportionné par rapport au litige. Alors, allez, Flore, encore. Alors, Je disais risque qui risque d'arriver dans les prochains mois de plus en plus, puisqu'a priori, pour ceux qui suivent ça, les dépôts de bilan sont revenus au même niveau qu'avant le Covid. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que je peux faire usage de mon droit de rétention? Alors, du coup, la réponse est non, puisqu'il y a un article du Code de commerce, donc le L622-5, qui le prévoit et qui précise que dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou au mandataire judiciaire les documents et livres comptables en vue de leur examen. Donc, on a juste droit de produire sa créance et d'acheter un paquet de Kleenex. Enfin, il n'est pas marqué qu'on a l'obligation d'avoir une comptabilité à jour non plus. Hein. On donne ce qu'on a. tout à fait. Parce que souvent, quand le client est défaillant, alors soit le dépôt de bilan, on est avec lui, et donc là, on est au courant et on a fait ce qu'il faut, soit on n'est pas avec lui, il le fait un peu en douce et il a déposé le bilan sans nous le dire, et là, on n'a pas forcément une compta à jour. Après. Autre type de cas de best-of que l'on retrouve à la commission respect des devoirs professionnels, c'est des litiges liés à la rupture de la lettre de mission. Donc, pour rappel, lorsque la rupture est à l'initiative de l'expert comptable, il faut que l'interruption se fasse pour des motifs justes et raisonnables, comme la perte de confiance qui est manifestée par le client ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat. L'important, c'est d'avoir en tête qu'il ne faut pas porter préjudice au client. Donc, il faut lui laisser quand même un délai raisonnable pour qu'il puisse se retourner et trouver un nouvel expert comptable. Et lors de la rupture de la lettre de mission, il faudra bien restituer les documents au client, bien entendu si les honoraires ont bien été réglés et qu'il n'y a pas d'exercice du droit de rétention. Il y a deux cas de figure où l'expert comptable a l'obligation de dénoncer le contrat. C'est lorsqu'il se retrouve dans une situation de conflit d'intérêts
ou une situation où il est porté atteinte à son indépendance. Donc, à titre d'exemple, ça peut être le cas d'un expert comptable qui a une société cliente avec un gérant. La société est placée en liquidation amiable. Le gérant devient liquidateur amiable. Sa femme associée devient également liquidatrice amiable. La femme questionne l'expert comptable pour déterminer si oui ou non le gérant a commis des infractions. Donc là, en fait, l'expert comptable se retrouve bloqué par rapport à la situation. Et dans ce cas-là, il faut qu'il sorte et qu'il dénonce le contrat directement. Donc, nos recommandations, surtout, c'est d'être bien vigilant sur le fait de ne pas porter préjudice au client et surtout de faire attention aux devoirs de conseil et d'information. Alors, Kelly, moi j'ai une petite question parce que, bon, des clients qui sont en liquidation, heureusement pour nous, on n'en a pas du tout tous les 4 matins. Mais des clients avec lesquels on n'a plus envie de travailler parce que aujourd'hui on a une pénurie de collaborateurs et c'est compliqué d'embaucher. Et donc on se dit, tiens, celui-là, il me paye avec un lance-pierre, il m'envoie les pièces au dernier moment, les collaborateurs en peuvent plus. Et entre 3 démissions et perdre un client, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, on préfère tous plutôt perdre un client. Donc, ma question est, qu'entends-tu par un délai de préavis raisonnable? C'est-à-dire, en fait, c'est le fait de mettre par écrit, d'informer le client par écrit du fait qu'il ne respecte pas déjà certaines clauses du D'accord. contrat Voilà, concrètement et de le parlant, relancer. concrètement parlant, là, on est en septembre 2023. Oui. J'ai envie d'arrêter de travailler avec certains clients. Je suis censée leur donner le bilan du 31 décembre 2023. Est-ce que je peux leur écrire là aujourd'hui en septembre? Alors, on va dire qu'il n'y a rien dans ma lettre de mission, hein. Est-ce que je peux leur dire en septembre aujourd'hui, je ne vais pas le faire votre bilan, sachant que le délai pour faire le bilan, hein, c'est en avril-mai, grand max. Donc, est-ce qu'en septembre, c'est le délai raisonnable? Alors, je peux faire un rétro-planning, hein. J'imagine que le 15 mars, pour une deadline en fin avril ou le 15 mai, le 15 mars, on n'est plus dans des délais raisonnables. Est-ce qu'en janvier, je suis encore dans des délais raisonnables? Que nous dit la jurisprudence? Oui, en fait, ça va être au cas par cas. Ça va être en fonction de la situation du client. Donc, ce sera effectivement en fonction des échéances qu'il aura. Et le délai raisonnable, il est entre 1 à 3 mois, en fait, en fonction de la mission que vous avez avec le client. Si effectivement, il y a un bilan à produire dans le mois qui suit, ça va être compliqué D'accord. Et Kelly, en pour le fait, client. à mon avis, ça dépend. Par exemple, est-ce que je fais des payes, est-ce que je ne fais pas des payes? Est-ce que le client a une possibilité? Alors, moi, je pense qu'il faut. Bon, effectivement, là, tu as pris un cas, voilà. Mais je pense qu'il y a, en général, il y a quand même un litige. Au pire, sur cette mission-là, je pense que de toute façon, tu as un délai de prévenance, mais sur cette mission-là, de dire j'ai la mission, ce client ne m'intéresse pas, mais il a toujours payé, etc. M'intéresse plus, ou son type de clientèle m'intéresse plus. Je pense que là, on est quand même obligé de lui faire le bilan. C'est quelque part, je vois pas, même c'est déontologiquement, je pense qu'on est obligé de lui faire son bilan. Par contre, si le client a commencé à envoyer 3 recommandés disant comment ça se fait, mes honoraires, c'est trop, et puis ceci, puis cela. Donc là, il y a déjà un conflit, un litige. Et c'est pour ça que je redis en prenant l'exemple des payes, je pense qu'il faut un délai raisonnable. C'est-à-dire que le délai raisonnable, c'est de dire, écoutez, prenez 1 mois ou 2, trouvez-vous un autre expert. Et dès que vous avez trouvé un autre expert qui peut reprendre les payes, etc., dans des bonnes conditions, voilà, je lui transfère tout le dossier et tout le monde est content et on n'en parle plus. Je pense que voilà, c'est vraiment du cas par cas, comme dit Kelly. Oui, enfin, il faut peut-être aussi regarder la lettre de mission, parce que si votre client a un délai de 3 mois de préavis pour rompre le contrat, il me semblerait logique que l'expert comptable calque un petit peu le même délai s'il veut arrêter de travailler avec son client. On ne peut pas dire le client a un délai de 3 mois avant la fin de la clôture et l'expert comptable aurait 15 jours ou 1 mois pour arrêter. Je suis d'accord avec toi aussi. Ce serait déraisonnable. Sauf les cas. Il y a 3 mois, je pense qu'il faudrait être sur un délai de même Oui, Jean-Marie, nature. sauf les cas où on a dit rupture de confiance ou alors tu soupçonnes le client de faire du blanchiment comme ça. Donc là, on est sur d'autres cas. Voilà. Là, on ne va pas respecter un délai de 3 mois. C'est un peu compliqué. Donc, la recommandation principale, c'est surtout de bien mettre à jour vos... Parce qu'effectivement, les clients, pour pouvoir interrompre la mission, ils doivent respecter un délai de préavis qui doit être prévu dans la lettre de mission.
en contrepartie de quoi il est possible de demander le règlement d'une indemnité de rupture qui est assimilée à une clause pénale. En revanche, si ces deux éléments ne sont pas prévus dans la lettre de mission, vous ne pourrez pas demander au client le règlement d'une indemnité de rupture. Donc, c'est très important de bien mettre à jour vos lettres de mission. Alors, l'indemnité de rupture, on rappelle aussi rapidement ce que c'est. C'est-à-dire que donc, dans les lettres de mission, très souvent, voilà, il s'est prévu un renouvellement par tacite reconduction. Mais dans les exemples de l'ordre, assez classiquement, on va dire, c'est 3 mois avant par rapport à l'exercice suivant. Donc là, en fait, beaucoup d'experts comptables sont en train de trembler en se disant « Oh là là, avant le 30 septembre, j'espère que je ne vais pas recevoir de recommandé pour l'année 2024 ». Voilà, ça, c'est le délai pour rompre le contrat. Et sinon, normalement, il repart par tacite reconduction. Ce qui est important quand même à dire, c'est que, et Kelly l'a dit déjà, il faut que si vous voulez ajouter une clause pénale, il faut qu'elle soit marquée dans votre lettre de mission. C'est-à-dire qu'assez souvent, moi, la première chose que je fais quand je suis en conciliation, et Jean-Marie, je pense, quand il est en arbitrage, c'est qu'on lit la lettre de mission. Vous avez des confrères, ils facturent une indemnité de résiliation, 3 mois d'honoraires, etc. Et quand vous lisez la lettre de mission, il ne s'est pas marqué dedans. Ah oui, mais c'est les habitudes de la profession. Les usages de la profession, le client, il n'est pas censé les connaître, il s'en fout, ce n'est pas son problème. Donc, si vous n'avez pas prévu, c'est clair et net, hein, si vous n'avez pas prévu l'indemnité de rupture dans votre lettre de mission, vous ne pouvez pas y avoir droit. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a cette indemnité de rupture, elle est là, si vous réfléchissez bien, elle est là pour couvrir un préjudice. Donc, il faut quand même que vous puissiez… Alors, vous pouvez dire, elle est contractuelle et dans ma lettre de mission, et puis moi, j'ai prévu 1 an. Oui, parce que je dis ça, ce n'est pas en blaguant, parce qu'il y a quand même quelques confrères qui prévoient une indemnité de rupture d'1 an. Bah oui, pourquoi pas. Je pense qu'ils pourraient demander aussi 2 ans, mais bon, ils sont assez raisonnables, donc ils ne demandent qu'1 an. 1 an, quel est votre préjudice? Voilà. Si demain, le client va devant un juge, moi, je donne la main gauche, couper la main droite, c'est embêtant, donc je donne rien. Donc, mais je veux dire, devant un juge, vous êtes quand même très, très mal parti. Justifier que sur le départ d'un seul client, vous allez demander 1 an d'honoraires. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre les moyens que vous avez, mais c'est juste pour être pratique. Il faut qu'il y ait un lien entre votre indemnité de rupture et les moyens que vous avez engagés pour conserver cette mission. Je voulais simplement rajouter qu'on a quand même dans notre métier 3 mots qui sont science, indépendance, conscience. Et donc, si on est vraiment si dépendant du client, on ne respecte pas le code de déontologie, puisqu'on se doit. Donc, en fait, on n'a aucune possibilité juridique d'obtenir en fait 1 ou 2 ans de salaire quand on met ces pénalités comme ça dans les lettres de mission. Et juste une précision par rapport à l'indemnité de rupture. En aucun cas, le droit de rétention s'applique à l'indemnité de rupture. Donc, le droit de rétention, c'est par rapport à vos travaux, mais s'il y a une indemnité de rupture qui est réclamée, vous ne pouvez pas retenir des documents en disant « l'indemnité de rupture ne m'est pas payée, je ne donne pas le dernier FEC ». On est d'accord. On revient à l'idée de là, la créance, elle n'est pas certaine, etc. Vous dites que c'est votre préjudice, ça reste sous l'appréciation, comme dit, souveraine des tribunaux. Oui, confrère. L'indemnité de rupture, qui est, disons, considérée comme une clause pénale par les tribunaux. Que dire du Code civil qui juge qu'elle est à l'appréciation du magistrat et qui peut la réduire à 0 ou à 1 euro? Mais comment se prémunir on est tout à fait d'accord. L'attitude du juge qui ne tient pas compte effectivement du préjudice du cabinet qui perd un client pour tout un tas de raisons. Moi, je vous en donne qu'un. On souscrit en début d'année des contrats de maintenance informatique sur 1 an, le client part, qu'est-ce qu'on fait de sa quote-part de cotisation, enfin oui, mais de maintenance? Contrat que pour ce client-là, ce n'est pas évident non plus. Comme vous a dit la présidente, est-ce que vous souscrivez vos contrats, je ne sais pas quoi, chez Cégide ou divers et variés? Est-ce que vous souscrivez que pour un client? Non. Non, c'est difficile. Pour plusieurs clients. Voilà. Mais c'est la population des clients qui forment votre cabinet qui soutient les contrats que vous souscrivez. Ce n'est pas un client. Après, je peux vous suivre si vous avez 300 clients, qu'un client représente
30 dossiers, etc., et que vous avez embauché une personne pour gérer ces 30 dossiers, là, OK, on peut commencer à discuter. Mais honnêtement, sur un client à 1 500 € par an, etc., vous lui mettez 1 an d'honoraires, ça Non, va je n'ai pas. pas dit un an. Ah Je non, parle pas mais de la. je ne parle ne pas de vous, je parle d'une Non, façon non, mais bien générale, sûr. c'est pas gagné. De toute façon, dans les règles professionnelles, c'est marqué en 30%. Il n'y a pas de règle, c'est Ça, c'est des exemples. On essaye Non, de il y a dire que c'est il des y a une exemples. cassation. Il y a eu Ah, c'est autre chose. il y a eu un arrêt de cassation, Autre chose. notamment l'arrêt de cassation de Bourges, qui a fixé à 25%. Si c'était à le Bourges, je montant connais pas, de je connais que les, cette- je connais, de je cette connais que les arrêts de indemnité, hein. Paris. Justement, c'est les recommandations de l'ordre en fait de fixer à Oui, tout à 25% fait. les honoraires sur l'année. Tout à C'est fait. effectivement les recommandations et c'est ce qu'on vous recommande de mettre dans vos lettres de 25% mission. de la mission annuelle. Exactement, Oui. c'est ça. S'agissant d'un autre best-of, je dirais. On va enchaîner, hein, Kelly, oui. parce qu'on est en retard. Alors, hop. Oui, donc simplement. Je prends Flore pour poser des questions et tu Très lui bien. réponds. Très Allez. bien, je vais être Allez, c'est efficace. parti. Puis-je? Alors, sur le devoir de confraternité, juste un point de vigilance avant de poser la question, c'est en cas de litige entre confrères, surtout ne prenez pas à partie les clients. Les clients n'ont pas à être au milieu d'un litige entre confrères. Donc la commission a déjà eu d'ailleurs à se prononcer sur un cas comme celui-là, où en fait elle a refusé de prendre en considération des attestations qui avaient été faites par un client en faveur d'un confrère dans le cadre d'un litige qu'il avait avec un autre confrère. Donc gros Et point de dans l'autre vigilance. sens, alors je veux bien te suivre là-dessus, c'est dans l'autre sens, ne faites pas d'attestation au client contre le confrère précédent. J'ai eu une consoeur un jour qui m'a appelé, voilà, elle était un peu désolée, bah oui, mais bon, quand même, on ne fait pas d'attestation, voilà, contre le confrère précédent, surtout si on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants du dossier. Tout à fait. Et un petit rappel sur la remise des documents, elle doit se faire au client contre signature d'une décharge listant les documents remis. À charge pour celui-ci de les remettre au nouvel expert comptable. Il n'y a pas de secret partagé entre experts comptables. C'est super important, hein, le secret professionnel. Ça mérite un rendez-vous du 50 à lui tout seul. Donc, concrètement parlant, on n'envoie pas le FEC au nouvel expert comptable. Tout à fait. Concrètement parlant, on envoie le FEC au client qui le donne à son expert comptable. Donc, Kelly, puis-je accepter d'entrer en fonction pour un client prospect qui est en litige avec son ancien expert comptable? Tout à fait, à condition de respecter les obligations déontologiques de reprise de dossier, donc d'informer l'expert comptable sortant de la reprise du dossier avant d'accepter la mission, d'adopter une attitude envers le client qui est telle que si, en cas de litige d'honoraires avec le confrère précédent, il faut orienter le client vers la procédure de conciliation de l'ordre. Si le client ne conteste pas les honoraires mais les a simplement pas réglés, l'inciter à les régler tout simplement et ce par écrit et en référer à la présidente de l'ordre. Et le mieux, c'est aussi d'en référer aux confrères, l'informer en fait des démarches que vous faites. En langage juridique, en fait, on a une obligation de moyens. Oui. Voilà. On fait tout pour que l'ancien expert comptable soit réglé, mais si le client ne veut pas régler, on peut commencer à travailler sur le dossier. Tout à fait. La seule chose, c'est que vous risquez d'être un petit peu bloqué dans la reprise du dossier à partir du moment où il y aura un droit de rétention qui sera exercé par le confrère précédent. Donc ça va limiter en fait. Autrement, vous pouvez tout à fait reprendre le dossier dès l'instant où vous avez respecté ces obligations et même la présidente de l'ordre ne va pas vous autoriser à rentrer en fonction. C'est vraiment, elle va acter le fait que vous avez bien rempli vos obligations déontologiques. Oui, c'est le type de cas également qu'on retrouve devant la commission. Sachez que le détournement de clientèle, c'est différent du démarchage de clientèle. Le démarchage de clientèle en soi est illicite. Le détournement de clientèle, ça va consister en l'utilisation de procédés déloyaux. Donc, c'est-à-dire le fait de dénigrer le cabinet précédent, le fait de créer une désorganisation au sein de la structure qui est en place. Enfin, tout ce qui peut nuire en fait à la situation du confrère. Donc pour cela, il y a une clause de non-concurrence qui peut être mise en place dans les contrats de travail, sachant qu'il y a 5 conditions qui sont à respecter, dont surtout la dernière condition qui est la contrepartie financière, sans quoi la clause de non-concurrence n'est pas valable. Oui, alors clause de non-concurrence ne veut pas dire détournement de clientèle, Kelly, hein, on est d'accord. Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas forcément détournement de clientèle en cas de... Enfin, le non-respect d'une clause de non-concurrence peut effectivement
démontrer qu'il y a des tournements de clientèle. Mais en fait, c'est pareil, c'est au cas par cas, c'est la jurisprudence, enfin, c'est les juges qui vont déterminer si oui ou non il y a des tournements de clientèle. Mais il y a quand même des faisceaux d'indices qui vont permettre d'évaluer si oui ou non, pardon, il y a un risque de concurrence, enfin, Mais- s'il y a une présence de concurrence, d'attitude déloyale envers le confrère. Alors, pour faire du pratico-pratique, comme demande notre présidente, le vrai problème, en fait, et vous verrez, parce qu'il y a aussi, vous avez vu, là, on a un aspect déontologie, mais aussi on a un aspect très souvent social, parce que parfois, ça fait partie, là, par exemple, une des questions pour un ancien stagiaire, parfois, ça concerne des salariés. Et donc, on a des confrères qui viennent nous voir en disant « Ah, j'ai un salarié, il est parti dans un autre cabinet, il est parti avec X clients. » Ah oui, mais le premier, j'ai presque envie de dire que votre première, là vous allez dire, il est sympa, Boda, mais votre première protection, c'est quand même de connaître vos clients. Parce qu'on a eu le cas une fois, je crois, en commission résolution des litiges, vous avez un confrère qui a un bureau à l'autre bout de la région parisienne, qui ne connaît pas les clients, qui a un chef de bureau qui est salarié, etc. Et après, qui pleure, entre guillemets, hein, je suis méchant, mais qui pleure quand le chef de bureau s'en va. Ah oui, mais quand le chef de bureau s'en va avec quelques clients, même pas forcément tous, mais il s'en va avec quelques clients. Et comme par hasard, souvent, c'est plutôt les bons clients. Mais bon, il ne connaît aucun client. Donc, j'ai envie de dire que ça, ce n'est pas du droit, mais votre meilleure protection, c'est quand même de connaître d'abord vos clients. Enfin, voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Merci Michel. Concrètement parlant, on dit qu'on connaît ses clients. Donc, concrètement parlant, on fait quoi, Kelly? Donc, j'avais un... Oui, mais moi, je n'ai pas bien compris la réponse. Hein. J'ai un expert comptable stagiaire, j'ai un collaborateur, j'ai un chef de mission. Voilà, d'accord, très bien. Mon ancien expert comptable stagiaire, parce que je trouve qu'il manque expert comptable, travaille aujourd'hui dans le cabinet de mon confrère Michel Boda. Et ce dernier m'informe... Père, tu n'as pas de micro, tu peux dire ce que tu veux. Ce dernier m'informe reprendre 5 de mes dossiers. Alors, c'est un détournement, c'est pas un détournement. Qu'est-ce que je fais à part de mettre 2 claques à Michel? En fait, ça va dépendre de la manière dont c'est fait. Si effectivement, il y a des actes positifs qui sont faits de la part de confrères, c'est-à-dire qui dénigrent votre cabinet, si il fait du parasitisme, si il fait des comparaisons qui commencent à créer une confusion dans l'esprit du client, il n'arrive plus à distinguer vraiment qui est son référent et pense que du coup, c'était le collaborateur qui travaillait au sein du cabinet qui est parti ailleurs, qui doit reprendre son dossier. Tout ce qui peut S'il est nuire en parti fait à avec la le situation du fichier, confrère. s'il fait des Exactement. mailings en disant je suis parti, Oui, tout à et fait. donc C'est ça. suivez-moi, je suis le plus beau et le plus fort. Voilà, donc ce qui est important, c'est surtout d'entretenir la relation avec les clients. Connaissez vos clients, prenez le temps de les rencontrer, de passer du temps avec eux, parce que c'est ça qui aussi est important, parce que malheureusement, quand 5 clients partent, parfois, c'est qu'il y a un problème aussi relationnel entre l'expert comptable et les clients. Et si par la suite, il y a d'autres clients qui suivent encore le collaborateur, là, il y a vraiment des questions à se poser. Donc, concrètement parlant, si je suis un mauvais expert comptable et que mon collaborateur part avec des clients, en fait, il n'y a rien à faire. On saisit l'ordre dans ce cas-là et la On commission saisit intervient l'ordre, quand la même pour commission, stopper la honnêtement, situation. on essaye de faire. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà pareil, de façon pratico-pratique, on essaye on va dire, de limiter le flux. Hein. C'est-à-dire que le robinet, quand il est ouvert, 5 clients, bon, on pourrait dire, OK, c'était vraiment des 5 clients très, très proches du collaborateur et que je ne connaissais pas du tout. Bon, OK, ça peut peut-être, voilà, je dis pas qu'il a raison, mais par contre, si ça continue sur 20, 30 clients, là, ça commence. Donc, ce qu'on essaye de faire au niveau de l'ordre, c'est déjà de voir quelle est la proportion, quel est l'environnement, etc. Mais attention, le principe, c'est que la clientèle est libre d'aller où elle veut. Alors ça, La clientèle n'appartient pas à l'expert comptable. Et je vais même Ça, aller c'est le plus loin. principe. Au niveau Ouais. des tribunaux, c'est le principe. Et Jean-Marie, c'est important ce que tu dis, parce que tout à l'heure aussi, on a parlé. C'est important ce que je dis. Ouais, non, mais justement, mais on ne le souligne pas assez, Jean-Marie, que tu dis des choses intelligentes. C'est vrai. Et donc, en fait, tout à l'heure, on a oublié de le dire aussi pour la rupture de la mission. Je dis assez souvent, là, j'ai oublié de le dire, donc je vais revenir dessus. L'esclavage est aboli, y compris pour les clients. C'est-à-dire que, traduisez ce que je voulais dire. L'esclavage est aboli, ça veut dire qu'un client peut partir de chez vous du jour au lendemain. Il peut partir quand il veut. Voilà. Alors après, il y a le délai de préavis, machin, vous allez lui facturer, pas lui facturer. Il y a la clause de rupture
la clause pénale, etc. D'accord. Mais à la base, un client, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et donc, si un client, et donc pour corroborer ce que dit Jean-Marie, si un client veut aller dans un autre cabinet, eh ben, il va dans un autre cabinet, y compris si c'est un cabinet dans lequel un de vos salariés a été. Donc là aussi, la protection par rapport aux salariés, ça reste quand même la clause de non-concurrence, mais vous savez tous que cette clause de non-concurrence, voilà, déjà, la première chose, c'est qu'il faut la payer. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui payent des clauses de non-concurrence. Oui, parce que ce que dit Michel, et pour corroborer ce qu'il dit, il ne dit pas toujours des bêtises, mais même si vous avez une clause de rupture, si souvent on a justement des litiges où l'expert comptable dit bah moi il a résilié, il n'a pas résilié dans les délais, il y a une clause de rupture, et qu'est-ce qu'on a en face? La réponse du client, c'est de dire mais l'expert comptable a fait des erreurs, ma TVA a été déclarée en retard, etc., etc. Donc encore une fois, la clause de rupture vous protège pas que le client va rester. De l'autre côté, le client n'est pas satisfait du travail que vous faites. Hein. Soyez quand même, encore une fois, on n'est pas protégé à 100% parce qu'il y a une clause de rupture. Si le client veut partir parce qu'il est mécontent de votre travail, il partira. On a fini là en fait, non? Non. Encore, il reste 25 minutes. Oui, tout à fait. C'est bon? Oui. On y va? Du coup, c'est Flore qui va prendre. Pour les réunions de conciliation et arbitrage, donc les contre entre clients et experts comptables sont en général les contestations d'honoraires et contestations d'indemnités de rupture. Et les cas les plus courants entre confrères seront des sujets sur la cession de clientèle ou encore les relations de sous-traitance. Donc, comme on peut l'apercevoir sur le graphique, depuis la réforme, Arrêter sur le terme relation de sous-traitance. En fait, c'est des relations de co-traitance avec un autre expert comptable pour traiter un dossier. voilà, ça sera le sujet juste après. Oui, non, mais co-traitance comme ça, il n'y a pas de confusion dans le schéma. En fait, on le verra effectivement après, il y a un distinguo entre co-traitance et sous-traitance. Pour revenir sur ce graphique, puisque l'année 2023 n'est pas finie et que je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu un espèce de balancier entre la commission respect des devoirs professionnels et la conciliation, vous voyez qu'on est déjà, donc on va dire à fin août, on est déjà à fin août au même niveau de conciliation que, donc le graphique, il est un peu trompeur en réalité. On est en augmentation de conciliation et on est en baisse de problèmes dit de déontologie, mais parce que comme la procédure avant était gratuite en déontologie, on avait certains clients qui nous disaient rien, ils nous disaient oui, j'ai un problème de déontologie avec l'expert comptable, et puis quand l'expert comptable arrivait, on s'apercevait qu'il y avait un problème d'honoraire. Ça, c'est lissé puisque maintenant, dans les deux procédures, le demandeur paye 240 €, et donc en fait maintenant, comme par hasard, il trouve plus facilement le bon chemin. Et donc le bon chemin, quand c'est un problème d'honoraire, c'est ou conciliation ou arbitrage. Après, fixation des honoraires. Concernant la fixation des honoraires, les honoraires sont fixés librement entre l'expert comptable et le client, et ils sont fixés dans la lettre de mission de deux façons. Ça peut être des honoraires forfaitaires ou au temps passé. Et on rappelle bien aussi que le commissionnement est interdit. Par exemple, le métier d'apporteur d'affaires est interdit pour les experts comptables puisqu'il s'agit d'un commissionnement et non d'honoraires. En revanche, les honoraires depuis la loi PAC sur les success fees sont autorisés. Simplement, voilà, ça ne peut pas être du success fees sur des déclarations de TVA ou du crédit d'impôt recherche qui pourraient, voilà. Enfin, si certains s'amusaient à proposer à un client de minorer la TVA et de prendre un success fee sur une minoration de TVA, vous comprenez bien que là, on n'est pas du tout dans la bonne case. Concernant le paiement des honoraires, donc un article prévoit que l'expert comptable peut suspendre sa mission pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance, comme l'avait indiqué Kelly tout à l'heure, ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat. Et en fait, le paiement des honoraires est considéré comme une clause substantielle du contrat. Donc, en cas de non-paiement des honoraires, l'expert comptable peut suspendre sa mission. Et la suspension...
la présidente tout à l'heure, voilà, si effectivement, si ton client, mauvais client, entre guillemets, si en plus il ne te paye pas, là, c'est une bonne raison d'arrêter la mission. Puisque finalement, les honoraires, c'est quand même la contrepartie du contrat. Nous, on a l'engagement de faire le travail, mais le client, il a l'engagement de payer. Donc, s'il ne paye pas, il ne respecte pas le contrat, en fait. Pourquoi je vous pose cette question? Comment? À l'extérieur. Poser la question pour reformuler pour ceux qui sont en ligne. Tout le monde n'est pas là, on va parler parce que... Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un droit acquis sur le paiement des honoraires? Je m'entends. Si un client vous a payé pendant plusieurs années une mission et que par une demande conventionnelle de son conseil, vous avez un juge qui vous demande de rembourser ces honoraires sur la base d'une lettre de mission dûment actée et dûment acceptée pour des missions qu'il considère comme n'avoir jamais été, non pas exécutées, comme n'avoir jamais été admises par le client. Alors, je suis un petit peu compliqué, mais... Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais je pense que c'est de toute façon, confrère, à chaque fois, c'est des cas d'espèce, mais je vous rejoins. Effectivement, on peut avoir des très vieilles lettres de mission qui, par exemple, prévoient des taux. Là, vous avez pris des cas de mission qui ne seraient pas prévus à la lettre de mission, mais quelque part, là, on pourrait encore dire. Non, mais là, on pourrait dire, comme l'a dit Kelly tout à l'heure, qu'on avait. La lettre de mission, je m'exprime. La lettre de mission, c'est quand même ce qu'on appelle en code civil un contrat cadre. Oui, on est d'accord. C'est un contrat qui prévoit, non, mais on est d'accord. L'accomplissement de ce qui est contenu, on est d'accord. Mais aussi l'extension à d'autres missions. Non, mais vous êtes meilleur juriste que moi, donc je suis pas inquiet. Ce que je veux juste dire, souligner, c'est que vous a dit Kelly tout à l'heure, on peut avoir on va dire une présomption de mission par tout un tas d'indices, entre autres une facturation payée, des échanges de mails, etc. Donc ça pose pas de problème. Ce que je voulais dire, moi, votre question m'intéressait parce que je voulais rebondir sur un autre sujet. C'est une lettre de mission très ancienne. Kelly vous a dit tout à l'heure, pensez à mettre à jour vos lettres de mission. Je vais vous dire, en fait, le truc tout bête, c'est une lettre de mission ancienne qui prévoit un taux, allez, je vais dire, je sais pas quoi, de 50 € de l'heure. Oui, 50 francs de l'heure. Non, tu as raison. Mais ça, c'est les lettres chez moi. Voilà. Donc, 50 francs de l'heure. Non, 500 francs à l'époque. Quand même, t'es vache. Non, écoutez, donc, une lettre de mission, allez, on va dire 50 francs de l'heure. OK. Et aujourd'hui, vous êtes à 250 €. Vous n'avez jamais mis à jour la lettre de mission. Et vous avez nulle part indiqué, si vous avez un faisceau de trucs, vous avez changé des mails chaque année. Voilà. Mais là, vous n'avez jamais parlé de ça. Et ben en fait, effectivement, un avocat un peu retors pourrait dire, mon cher monsieur, dans le cadre du délai de prescription, alors je ne sais pas, mettons de 5 ans, sur 5 ans, je vais vous demander de me rembourser la différence entre 50 francs et 250 €. Ça peut faire mal quand même, hein, sur 5 ans. Et faites attention à vos lettres de mission et essayez de les mettre à jour. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais essayez de les mettre à jour. Je dis ça parce que je ne les mets pas à jour, mais il ne faut pas le répéter. Hein, chef? C'est pas grave. Tu n'as rien entendu? Elle n'a rien entendu, la chef. Oui? On a une question là-bas. Oui, je pense. Est-ce que vous avez des jurisprudences à ce sujet? Moi, il me semble que le critère que va prendre en compte un juge, c'est la clarté des échanges, des propositions par rapport aux dirigeants, c'est-à-dire au représentant légal vraiment chargé d'accepter ou pas la mission telle qu'elle est. C'est-à-dire que si on a laissé planer l'ambiguïté, ou bien qu'on a laissé payer des factures par un sous-fifre sans s'assurer que le dirigeant a vraiment validé le niveau d'honoraire, je suis d'accord. Ce que vous dites, en plus, c'est encore plus prégnant dans les groupes un peu plus importants. Voilà, donc non, mais on est d'accord. C'est ce que j'ai essayé de vous dire, que soit il y a un faisceau d'indices qui permet de montrer que vous avez informé le client, et donc le client était entre autres son dirigeant, soit effectivement, vous êtes arrangé avec la femme de ménage en lui donnant 50 francs pour qu'elle paye les factures, et là, ça peut être compliqué, oui, je suis d'accord. Je garde devoir de conseil et d'information. Oui, donc, par rapport au slide d'avant, bien faire attention de ne pas porter préjudice au client lors de la suspension de la mission, puisqu'on peut avoir un risque de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle. Et pour ça, on vous a rappelé 4 étapes chronologiques à respecter pour remplir le devoir de conseil et d'information, qui sont d'informer le client, le mettre en garde
exiger et refuser. Et tout ça, de le faire par écrit. Voilà, je peux dire juste il y a une avant toi. trace. Non, je voulais dire que là, par contre, c'est super important, les deux sens. Alors, il ne faut pas m'enregistrer, hein, donc là, je sais qu'il n'y a personne dans. Mais des fois, il vaut mieux être con que trop intelligent. Je m'explique. Il vaut mieux être con parce que si vous avertissez le client, alors je dis ça parce que on va faire un parallèle avec des confrères qui ont été mis en cause sur une mission dans le cadre d'une campagne électorale. Vous avertissez le client qu'il y a un dépassement du budget des honoraires. D'accord ? Et ensuite, vous acceptez de faire le compte de campagne avec des honoraires, dépassement c'est pas du budget des honoraires, dépassement du plafond de remboursement. Ensuite, vous faites le compte de campagne avec plus de dépassement du compte. En fait, vous êtes condamné en pénal parce que vous êtes complice. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que faites aussi très attention à tout ce que vous écrivez. C'est ça que je voulais dire, chef. Je me souviens plus du tout ce que je voulais dire, mais c'était quand même un peu mieux que ton truc là. Oui. Dans la mise en garde, écrire aux clients en leur disant « Si je n'ai pas reçu toutes vos pièces comptables avant le 10 avril, le 29 mars, la date que vous voulez, je ne serai pas en mesure de respecter les délais fiscaux du 15-17 mai ». Ça, enfin, vous comprenez. Et là, ça peut être dès janvier. Vous pouvez systématiquement envoyer à vos clients que vous savez retardataires une lettre en janvier. Je vous informe que si je n'ai pas reçu toutes vos pièces le 15 mars, 28 février, vous choisissez la date que vous voulez. Je peux prendre le risque de ne pas respecter les délais légaux. Ça vous permettra d'être tranquille. La même chose pour la TVA. Le client qui vous apporte les pièces ou qui vous les envoie par mail ou ce que vous voulez, mais à l'arrache, le 22 au soir, quand la deadline de TVA, c'est le 23, qui épuise vos collaborateurs. Et comme vos collaborateurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus précieux que vos clients, qui épuise vos collaborateurs, vous pouvez parfaitement écrire aux clients « Si je n'ai pas vos pièces avant telle date, je ne serai pas en mesure de faire votre TVA en temps et en heure. » Vous pouvez même le mettre dans vos lettres de mission. Dans vos lettres de mission, vous pouvez dire, par exemple, si je n'ai pas les éléments de paye 5 jours avant la date où vous voulez que les payes soient faites, je ne garantis pas le délai. Le gars, au lieu d'être payé le 4, le 5, et voilà, vous avez le droit de le mettre. En plus, ce serait contractuel, donc ce serait encore plus important. Je pense qu'il faut faire les deux. Dans les lettres de mission, vous savez, la répartition des travaux, très important à remplir. Qui fait quoi, comment, à quel moment, et on met les délais. Le mettre dans la lettre de mission, parce qu'en fait, bon, comme on est entre nous, on peut le dire, quand même, les lettres de mission proposées en exemple, elles sont toujours quand même incompréhensibles pour le client. 30 pages de trucs où il ne comprend rien. Donc, je pense que, il signe la lettre de mission, et 2, on le relance. On lui explique le mode d'emploi du travail ensemble. On peut lui dire une fois par an, les payes, si je ne les ai pas J-3, J-4, je ne serai pas en mesure de les donner en temps et en heure, et les DSN seront en retard, et vous aurez des pénalités d'URSSAF, et pareil pour la TVA, etc., etc., etc. Donc ça, là, c'est le devoir de conseil et d'information, ce qui permet de vider de sa substance la commission des litiges. Et surtout, faites-le par écrit, faites-le par mail, faites-le. Parce qu'effectivement, on a souvent, dans le cadre des litiges, le client qui dit « je ne suis pas content, j'ai eu mes payes en retard, la TVA a été faite en retard ». Et l'expert comptable qui dit « mais non, mais je vous ai sollicité 5 fois ». Donc, on demande des traces. Et le problème du téléphone, c'est qu'il n'y a pas de traces. Donc, le client dit « c'est pas vrai ».
C'est pas vrai, vous me l'avez pas réclamé. Si vous avez des mails, vous sortez vos mails lors de la conciliation, et là le client ne peut pas dire que systématiquement vous ne l'avez pas prévenu, que vous n'avez pas réclamé des documents. Donc écrivez. C'est un commencement de preuve, un C'est mail. déjà Un commencement de preuve, mais en même temps, le client, il peut dire qu'il n'a pas eu le mail. Par contre, s'il a répondu au mail, là, c'est un peu plus compliqué. Si on en est à la lettre recommandée avec AR, c'est que là, il n'y a plus de confiance et qu'on est dans une autre case, en fait. Je crois que dès que nous, experts comptables, on discute avec un client par recommandé, c'est le début de la fin. Hein. Ah bah si on est déjà... Alors, si on est déjà dans une situation très conflictuelle, évidemment, le recommandé est recommandé. Recommandable? L'avantage des mails, c'est que souvent on nous dit mais ça dure depuis 1 an. Effectivement, au bout du compte, c'est des courriers recommandés, etc. Mais quand vous arrivez à prouver que depuis 1 an, vous n'arrêtez pas d'envoyer des mails pour à chaque fois, vous êtes obligé de réclamer des documents. Quand on vous dit oui, mais mon bilan a été fait en retard. Ah oui, mais s'il y a des mails au mois d'avril, au mois de mai qui dit j'attends toujours tel et tel élément, je ne peux pas finir votre bilan. Derrière ces commencements de preuves, quand vous les sortez, ce sont quand même des éléments probants. Donc voilà, protégez-vous avec ces éléments probants. Du genre, je suis dans l'attente de votre stock. Ça, je dirais. Alors, Kelly? Alors, question. Mon client refuse de solder les honoraires en souffrance. Que puis-je faire? Alors, en cas de litige d'honoraires, l'expert comptable a l'obligation déontologique de proposer à son client de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre, ou à contrario, d'accepter la proposition par son client de la procédure. Donc, dans ce cas, l'ordre recommande de mettre en demeure le client de satisfaire à ses obligations contractuelles, de suspendre la mission et de l'avertir des risques encourus, de rompre la mission par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis raisonnable d'1 mois, et enfin, minimum, et enfin de proposer la conciliation ou l'arbitrage de l'ordre. Puis-je faire usage de mon droit de rétention si l'indemnité de rupture prévue dans la lettre de mission ne m'a pas été Jean-Marie a réglée? déjà répondu. Hein. Jean-Marie, allez. Merci Jean-Marie, on a gagné du temps. En théorie, on termine dans 10 minutes à peu près. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Donc, on va prendre les questions de la salle et les questions en ligne. Je ne sais pas si on avait beaucoup de questions à traiter, mais je n'ai pas l'impression. Ah ben la sous-traitance. On prend les questions et puis on verra la après. session de cabinet, c'est très rapide. Bon, alors on termine la sous-traitance et la session de cabinet. Alors, question, j'ai conclu un contrat de sous-traitance avec un confrère, mais ce dernier conteste les factures que je lui adresse. Puis-je saisir l'ordre? Tout à fait, et c'est fortement recommandé, effectivement, de prévoir une clause de conciliation ou une clause d'arbitrage pour, en cas de litige, enfin de prévoir cette clause dans le contrat de sous-traitance pour justement pallier un éventuel litige. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une distinction entre la sous-traitance et la co-traitance. Dans la sous-traitance, seul le donneur d'ordre va rester responsable vis-à-vis du client directement, avec lequel il a seul contracté, alors qu'en co-traitance, chaque partie adhère au contrat et est responsable vis-à-vis du client. C'est un contrat tripartite. Ça, c'est des cas qu'on a assez souvent, hein, les litiges. Donc, faites attention parce que ça peut monter vite. C'est embêtant parce que, bon, je prends l'exemple classique, c'est un jeune confrère qui sous-traite pour un confrère plus mature, comme... Hein. Et donc, voilà, s'il n'est pas payé, c'est entre guillemets, au début, sa seule source de revenus, etc. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc soyez vigilants, faites attention à ce que vous signez. S'il y a litige, essayez de réagir vite parce que ça ne sert à rien d'avoir 6 mois de retard et après, c'est compliqué à résoudre. Et encore une fois, il faut qu'il y ait un écrit et un écrit très clair. Parce que le souci, si l'écrit n'est pas très clair, c'est vrai qu'on est entre professionnels, on pourrait dire il y a une confraternité, mais ce qui est écrit, au moins, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Sinon, on va avoir des confrères qui vont dire on a passé plus de temps, on réclame plus d'argent, et puis l'autre
prévu comme ça. Donc écrivez. Alors, écrivez donc contrat de sous-traitance par écrit. Et d'ailleurs, sur le site de l'ordre Bibesi, il y a un modèle de contrat de sous-traitance. Le slide avant, ça va nous intéresser, c'est… Oui, dernière question du coup. J'ai un différend avec un confrère dans le cadre d'une session de clientèle. Puis-je saisir l'ordre? Tout à fait. Et encore une fois, c'est fortement recommandé. C'est souvent des situations que l'on retrouve d'ailleurs en procédure d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il est important de prévoir une clause d'arbitrage dans le contrat de cession de cabinet pour pouvoir justement régler le différend en cas de litige. Et il peut également être intégré une clause de non-concurrence et une clause de présentation de clientèle. Encore une fois, il est important de renouveler les lettres de mission. Donc, c'est-à-dire que le cessionnaire d'un cabinet devra bien faire des nouvelles lettres de mission avec chacun des clients, puisque c'est un contrat qui est intuitu personné, c'est-à-dire qu'il est conclu en considération de la personne du co-contractant. Sachez que l'Ordre des experts comptables a mis en place une nouvelle plateforme BeBuyBuy qui permet justement de mettre en relation les cédants et les repreneurs de cabinet. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Tu parles de Be Bye Bye? 2 secondes sur Bye. Alors, c'est une plateforme ambiance se loger où et lorsqu'on vous parle de clauses d'arbitrage, etc., et de cession de clientèle, vous avez des modèles de contrat. Cette plateforme, elle se dessine en 2 temps. Je cède mon cabinet, et quand je cède, il y a marqué comment je prépare